Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. C'est une terre qui est particulière parce qu'elle est balayée par les embruns. Il y a la mer à côté, il y a des marécages, il y a la campagne, il y a les agriculteurs de la mer, les pêcheurs, les agriculteurs de la terre, les éleveurs. Et tout ça, c'est nimbé de contes et légendes ancestrales que j'ai voulu revisiter et ça a donné le point de départ à ce texte. Les oiseaux nous font une introduction. Bonjour Adeline Fleury. Bonjour. Merci d'être avec moi, avec nous, avec les auditrices et les auditeurs du podcast Le Jardin. Et je vous rencontre aujourd'hui. Alors, les petits oiseaux, effectivement, continuent de nous accompagner parce que vous venez de recevoir le prix de l'instant pour votre dernier livre qui s'appelle « Le ciel en sa fureur » et qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Alors, il est paru en janvier 2024. Alors, qu'est-ce que ça fait pour une autrice, donc 6 mois plus tard, et puis j'imagine peut-être encore beaucoup plus de temps plus tard quand vous avez terminé l'écriture, de recevoir ce prix comme ça, au mois de juin. Alors c'est super agréable, c'est un petit peu quelque chose qui vient pas couronner mais ponctuer une tournée en plus en librairie, commencée dès janvier avec Le ciel en sa fureur et recevoir un prix de libraire. C'est super important parce que ce livre il fonctionne bien en librairie par bouche à oreille, de libraire en libraire, de coup de cœur de libraire en coup de cœur de libraire, et qu'une librairie comme ça, alors située à Paris, vienne couronner ce moment au bout de 6-7 mois, ça m'a profondément touchée. C'est une librairie que je connaissais un peu, mais pas du tout dans mon quartier. Là, c'est dans le 15e, moi j'habite à la frontière du 17e et 18e arrondissement. Mais cette librairie-là, je la connaissais de notoriété depuis pas mal d'années maintenant, pour le travail de sa libraire Sandrine, qui aime découvrir des petites pépites. Elle aime la littérature à la fois populaire, grand public et des choses plus pointues, et c'est un bel équilibre, je trouve, dans sa librairie. Et oui, et quand on écrit, on pense pas forcément à écrire pour des prix. c'est pas la question. On écrit d'abord pour des lecteurs et d'abord pour raconter une histoire, raconter un pan d'humanité. Et en plus, quand ça rencontre des lecteurs et qu'il y a des petits moments comme ça de couronnement, c'est assez agréable. Oui, c'est chouette parce que voilà, c'est vraiment, je trouve que ça met en relation. Là, c'est Sandrine, on va dire, qui nous met en relation. Oui. C'est le prix aussi. Et je commençais par ça parce que c'est vrai que le podcast s'intéresse à un peu la fabrique du livre. Hein, donc voilà, je rentre parfois un peu pour expliquer à nos auditeurs comment ça marche en fait. Pas simplement l'écriture, mais après, effectivement, il y a un après. Et là, ça en fait partie. Mais on va revenir à l'avant. Ma première question alors, de l'avant, ce serait tout simplement... alors je sais que vous avez été journaliste, mais comment vous avez franchi le pas donc, de l'écriture, on va dire, journalistique à l'écriture de romans qui est tout à fait particulière et... C'est quoi le moteur ? C'est un long processus. Donc moi, oui, j'étais... Et je suis encore la journaliste indépendante, on va dire, mais j'étais vraiment... sur le terrain de 2000 à 2015 au Journal du Dimanche, donc vraiment reporter un peu multicarte. Ensuite, j'étais au Parisien Week-end, je m'occupais des pages culture et des livres en particulier. Et à côté, j'ai toujours écrit, d'abord des textes plus journalistiques, plus de l'ordre de l'essai, sur le corps, sur la féminité, sur l'articulation du féminisme et de la féminité. Et peu à peu, j'avais un besoin de fiction.
de sortir de textes plutôt auto-fictifs, plus à la première personne dans les textes précédents. Et là, j'avais un envie d'ailleurs, de personnages, de romans un peu choral, de m'immerger dans un territoire que je connais bien. Et c'est un peu la suite logique de ce que je faisais sur le terrain, des personnages comme ça rencontrés, des silhouettes, des phrases. Même moi, j'avais des carnets de reportage, j'appelais ça mes carnets off, tout ce qu'on ne peut pas mettre dans un article parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a une charte liée à une ligne éditoriale. Et je crois que j'avais pas mal de frustration, j'avais envie de prolonger le réel par la fiction. Et c'est venu naturellement et ça cohabite et je m'empêche pas de rechanger de genre à un moment. Mais je crois que le roman, je dis toujours, c'est un petit peu la liberté dans le cadre. Voilà, on peut aborder toutes sortes de sujets dans un cadre quand même avec ses codes aussi. Et tout ça s'imbrique et je suis assez à l'aise avec ces différentes formes d'écriture désormais. Ce serait quoi pour vous la plus grande différence, on va dire, alors, il y a la longueur, j'imagine, bien sûr, mais est-ce qu'il y a autre chose de l'écriture d'un roman par rapport à l'écriture d'un article? Oui, j'en reviens à la notion de liberté, en fait. C'est vraiment la liberté, puis peut-être l'audace. On se permet moins parce qu'on doit rendre compte dans un article, du moins un article de reportage, rendre compte de ce qu'on a vu, de ce que les gens vous ont confié. On peut moins se permettre des infidélités et de tordre le réel, alors que dans le roman, on peut tordre le réel, passer même dans une autre dimension surnaturelle, etc., s'amuser. Et oui, c'est l'audace et la liberté qui... après, il y a des styles journalistiques audacieux aussi, les éditoriaux, les chroniques, des reportages aussi très audacieux dans les angles d'attaque. Mais quand même, le roman, c'est la liberté. Vous avez dit le mot féminisme. Et est-ce qu'on peut dire que tous vos héros sont des héroïnes déjà? Ou est-ce que c'est... Alors dans le dernier, oui, dans ce roman, il y a quand même des personnages féminins, beaucoup, et singuliers et puissants. Ça, c'est en discutant avec les lecteurs et les lectrices dans les librairies. Après, dans mes romans précédents, ça a toujours été autour du corps féminin, donc porté par des personnages féminins. Oui, c'est féministe, mais c'est pas militant non plus. Enfin, je pense que c'est un féminisme incluant l'homme dans la réflexion. Bien que Le ciel en sa fureur, oui, c'est porté par deux femmes, la grande Stéphane et Julia, qui viennent de la ville pour occuper des métiers d'hommes dans un milieu quand même très patriarcal à la campagne, voilà, dans la ruralité. Et là, oui, il y a quand même un propos... Deux femmes très fortes. Oui, elles sont fortes, mais elles se fissurent aussi, elles sont fissurées à l'intérieur. Et il y a d'autres personnages féminins comme Lily, qui est la tenancière du bar tabac, qui est singulière, la vieille, il y a cette magnétiseuse rebouteuse qui porte un peu son monde rural et le monde sur ses épaules. Ouais, je pense qu'il y a quand même un fil rouge féministe dans mes ouvrages, dans celui-là aussi en particulier. Et alors oui, ça me fait penser, parce qu'on parlait de Jean-Baptiste Maudet, qui est le lauréat de la précédente édition du prix. On le félicite. Voilà, encore bravo, voilà. Tropical Tristesse. Et alors lui m'expliquait qu'il avait eu besoin que son héroïne, donc soit une femme, il avait eu besoin que ce soit une femme pour justement se décentrer, parce que quand il parlait au jeu, enfin quand il imaginait que c'était un homme, il se voyait trop dans le roman. Et bon, c'est pour ça aussi, voilà, ma question, est-ce que... c'est tout à fait différent, mais vous préférez faire vivre des héroïnes féminines parce que vous vous sentez plus à l'aise, ou peu importe, vous pourriez tout à fait faire parler un bonhomme. Je pense que là, il y a plus de femmes qui portent Le ciel en sa fureur, mais il y a quelques personnages masculins, dont Guillaume Battu, le reporter, qui serait peut-être plus un alter ego de moi, de par sa profession, sa fonction. Lui a grandi dans ce village, il est parti à la grande ville, un peu plus au nord.
exercer son métier de journaliste. Et non, je pense que là, j'ai une propension à plus me glisser dans des personnages féminins, mais pas que, et je me ferme pas la porte pour d'autres textes. Après, j'ai écrit à la première personne, et là, j'ai vraiment... Enfin, on peut écrire à la première personne en se mettant dans la peau de quelqu'un d'autre. Je l'ai fait sur un roman, pas celui d'avant, mais celui d'avant, où je me mettais dans la tête d'une femme qui avait commis un infanticide. C'est un peu étrange. Mais je crois que maintenant, j'ai envie d'écrire qu'à la troisième personne, en fait. Et avoir plutôt un regard plombant au-dessus, qui surplombe mes personnages comme un narrateur un peu omniscient qui sait tout sur les travers de mes personnages. Dans le prochain que je suis en train d'écrire, il y a ça aussi. Et il y a aussi des hommes, donc je peux me glisser dans la psychologie masculine. Ouais, c'est non genré quand même, je pense. Oui, tout à fait. Bon, en plus, j'ai parlé d'héroïne, mais il est vrai que dans Le ciel en sa fureur, il y a beaucoup de personnages. Oui. On va dire les deux personnages féminins qu'on a déjà mentionnés, qu'on retrouve et qu'on suit, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est ça qui est intéressant. Alors, vous avez aussi mentionné le terroir. Alors, je crois qu'il s'agit du terroir normand. Et c'est pas la première fois que vos aventures, enfin vos romans s'y déroulent, non ? Alors, il y a eu un début dans mon premier roman, Je tue elle, où le début, c'est un personnage féminin qui se remet d'une passion amoureuse, destructrice, et elle va chez elle dans la baie du Mont-Saint-Michel. Elle va pêcher la palourde. Elle gratte sous la vase pendant des heures sans faire des cloques sur les doigts. C'est un retour on va dire à la mère, M-E-R et mère M. Accent grave R-E, à sa matrice, disons, là où elle a grandi. Et il y avait déjà dans ces chapitres, c'était un roman très urbain par ailleurs, mais c'est quelques chapitres inauguraux qui se déroulent dans ce territoire-là, des histoires un petit peu de sorcières aussi, qui viennent s'occuper d'elle avec des potions. Et j'ai complètement prolongé ça dans Le ciel en sa fureur, qui se passe dans le Cotentin. Donc un tout petit peu plus haut que la baie du Mont-Saint-Michel, quand on va plus vers le nord, vers la pointe de la Hague. Et moi, j'ai grandi, disons, dans cette géographie-là, et c'est un territoire qui était enfoui en moi. J'avais envie d'écrire dessus. Je savais pas trop par quel bout prendre ce personnage-là, parce que c'est le personnage à part entière du ciel en sa fureur. C'est une terre qui est particulière parce qu'elle est balayée par les embruns. Il y a la mer à côté, il y a des marécages, il y a la campagne, il y a les agriculteurs de la mer, les pêcheurs, les agriculteurs de la terre, les éleveurs. Et tout ça, c'est nimbé de contes et légendes ancestrales que j'ai voulu revisiter, et ça a donné le point de départ à ce texte. Et alors, ça fait un peu peur quand même, la campagne. Ah oui, là, c'est pas le retour à la terre de bobos parisiens qui vont d'un coup se prendre de passion pour la ruralité. Non, c'est une ruralité rude, rugueuse, poisseuse, violente. Et oui, le texte, il y a de la violence quand même dès le début. Je parle d'animaux mutilés, de cadavres de chevaux. Ça, je me suis aussi inspirée de faits divers. Et les relations entre ces ruraux, ils sont très taiseux, ils s'observent, ils se mélangent pas avec ceux d'à côté, ceux qui vivent dans le lotissement. Ah oui, ça c'est marrant. Oui, il y a ceux vraiment du le conflit. lotissement, c'est deux mondes qui ne se mêlent pas. Et il y a mes héroïnes qui arrivent de l'extérieur. Elles doivent faire leurs preuves pour être intégrées. Et oui, c'est un terroir, un territoire qui fait peur et propice à un texte qui flirte avec le fantastique et le surnaturel. Et le thriller un peu... c'est pas un polar, c'est pas ça coche pas toutes les cases et les codes du thriller, mais il y a quand même une intrigue et quelque chose d'angoissant. Et j'ai beaucoup travaillé, sur l'angoisse,
certes, il y a la mer, l'horizon, mais c'est des lieux clos. La maison où la grande Stéphane vit, il s'y est passé des choses étranges et malgré tout, elle est happée par cette demeure. Voilà, les murs parlent, les murs... alors, c'est un petit peu à la Stephen King, à mon humble niveau, mais voilà, j'ai vraiment travaillé sur le suspense, l'atmosphère pesante, et c'est vraiment lié à ce terroir-là. Oui, la nature est inquiétante. Et les enfants aussi. Les enfants sont... Ceux que vous décrivez, là, ils sont un peu inquiétants. Ah oui, ça passe beaucoup par des personnages d'enfants, dont une petite fille qui grandit dans le lotissement, la fillette du pavillon numéro 13. En plus, ça porte une malédiction, elle est cruelle, c'est la chef des enfants de ceux du lotissement. Et elle va faire, le lien va être fait avec l'autre clan, là, ceux du village, via un enfant étrange qui est un enfant fée. J'ai revisité une légende locale, on en parlera peut-être après. Tout le monde l'appelle l'enfant fée, il est bizarre, il est à la marge, il ne se mélange pas avec les autres, il préfère la vie minuscule, être aux prises avec la nature, les insectes, les orvées, tout ce qui grouille. Et je ne vais pas dire pourquoi, mais il va être attiré par cette gamine. Et ils vont s'allier et en même temps se délier. Et une malédiction va frapper le lotissement via ce gamin-là. Donc ça, c'est ces enfants cruels, étranges. Et si on se plonge dans le passé des personnages, tous ont été liés par un secret enfouis liés à l'enfance. Ils ont été témoins de quelque chose et ils vont se taire pendant des années. Et un enfant maltraité va revenir des années plus tard sous une autre forme, un géant assoiffé de vengeance. Donc oui, c'est l'enfance malmenée, l'enfance qu'on enferme et qui porte une vengeance. Ouais, ils sont pas doux, c'est pas des têtes blondes gentilles et bienveillante, mais je convoque en chacun de mes personnages la part d'enfant en eux, et surtout j'interroge la part de monstruosité et d'humanité. Il y a pas, c'est pas des personnages manichéens, quoi. C'est pas tout blanc, tout noir. Ils sont tous, ils portent en eux une certaine monstruosité, et ça m'obsède, ça. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule à un moment que le monstre prend plus le pas sur l'humain? C'est ce que j'ai envie de travailler de roman en roman à partir de celui-là, on va dire. Il a grandi dans l'obscurité et le silence, la lueur du jour. Et le bruit du monde ne sont qu'agressions. Il a toujours l'impression de se heurter à un mur invisible qui a remplacé celui décati de la cave. Même s'il le désirait ardemment, il ne pourrait jamais vivre parmi les vivants. Il fait partie des ossements depuis la naissance. Malgré sa chair, il n'est de squelette et pourriture. Il appartient au peuple des ombres. Malgré les vives protestations de son être, il demeure un mort-vivant. Il traîne sa carcasse en même temps que sa peine. Personne ne peut supporter pareil fardeau. Toutes les nuits, il suffoque dans l'abîme et ses ténèbres. Il a grandi dans l'obscurité et le silence, la lueur du jour. Le bruit du monde ne sont qu'agressions. Il a toujours l'impression de se heurter à un mur invisible qui a remplacé celui des catis de la cave. Même s'il le désirait ardemment, il ne pourrait jamais vivre parmi les vivants. Il fait partie des ossements
sa chair, il n'est que squelette et pourriture. Il appartient au peuple des ombres. Malgré les vives protestations de son être, il demeure un mort vivant. Il traîne sa carcasse en même temps que sa peine. Personne ne peut supporter pareil fardeau. Toutes les nuits, il suffoque dans la nuit et ses ténèbres. Alors vous avez aussi dit le mot fait divers, effectivement, Oui. ça vous nourrit beaucoup dans vos inspirations. Oui, là, dans celui-là, dans Le ciel en sa fureur, il y avait cette affaire des chevaux mutilés. Dont on C'est a- marrant, oui, parce qu'en le lisant, je me suis Oui. dit, mais c'est Oui. quelque chose. Oui, sans le développer vraiment, mais ça m'avait interpellée courant 2021, peu après le Covid, ces oui, c'est cadavres ça. de chevaux qu'on a trouvés un peu partout en France, avec un effet amplificateur des réseaux sociaux. On avait l'impression qu'il y avait comme une conspiration, comme une secte, je sais pas, satanique. Et en fait, on n'a pas tout su du dénouement, mais il y avait une jeune femme, une jeune éleveuse qui avait mutilé ces animaux pour avoir des assurances, des indemnités de la part des assurances. Et moi, quand j'étais enfant, il y avait des histoires comme ça en Normandie, d'animaux, pas que chevaux, alors de chevaux mutilés, de cadavres de vaches, jamais vraiment élucidés. Est-ce que c'était des éleveurs, des écuries concurrentielles entre eux? Et tout ça, ça m'a donné envie d'en faire un fil, c'est pas fil rouge, mais quelque chose qui fait que le journaliste reviendrait au village, qui déclenche en fait l'action. C'est pas le fil narratif principal, mais c'est ce qui a déclenché mon acte d'écriture à moi, et c'est un fil de thriller. Il y a une enquête, donc il vient enquêter sur ces animaux mutilés. Dans mon livre, c'est les poules, une vache qui a un pis sectionné. Et alors, je le dis, je ne suis pas pour la souffrance animale, parce que j'ai eu des lecteurs un peu dans des rencontres. Oui, alors moi, ça, je ne peux pas, la souffrance animale. Mais je sais pas du tout. Certes, j'épargne rien, mais c'est pas le propos. Et la souffrance humaine, il pourrait, Voilà. ou pas Et donc je rétorquais. Mais vous lisez des polars? Oui, j'adore ça. Et donc les animaux, les enfants qu'on trucide, les femmes qu'on viole, et ça. Ah, c'est pas pareil, c'est de la fiction. Et ben là aussi, c'est de la fiction. Voilà. Donc, voilà. Mais oui, les faits divers, c'est ma source d'inspiration. Dans le livre dont je vous parlais avant, Ida n'existe pas, que j'avais publié en 2020. Je m'étais inspirée du fait divers de Berck-sur-Mer, la femme qui avait abandonné son bébé sur la plage. Et d'ailleurs, Alice Diop en a fait un film en même temps que mon roman Saint-Omer. Elle a suivi le procès de cette femme. Et c'est marrant comment deux faits divers peuvent donner deux œuvres totalement différentes. Et oui, je prends évidemment, je lis beaucoup la presse de par mon métier. J'ai couvert beaucoup de faits divers. Et ça, c'est pas le fait divers sensationnaliste qui m'intéresse, c'est ce que ça dit de la société. Et après, quand on le prolonge, ça a un pouvoir romanesque assez jubilatoire, quoi. Il faut l'avouer. Oui, ça nourrit en plus l'étrangeté, Oui. effectivement, de cette campagne du ciel en sa fureur. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que bon, on sent que vous n'y croyez pas tout à fait à toutes ces contes et légendes, mais quand même, on est bien dedans, quoi. Enfin, parfois, on ne sait pas on ne sait pas si on est dans un conte ou si on est dans une réalité plus prosaïque. Oui, c'est ça. C'est un conte noir, j'aime bien le définir comme ça, mais ancré dans le réel. Et vraiment, ce serait un peu, on aime bien dire, du réalisme magique à la française. On
n'est pas à la Borges latino-américain dans cette littérature-là, mais... Les rêves sont des cauchemars. Oui, les rêves sont des cauchemars. Et on flirte avec le surnaturel, et j'ai été chercher dans ces légendes, j'avais pas envie de les plaquer comme ça, faire un copier-coller et juste de les raconter. Non, j'ai été chercher des légendes à chaque fois qui éclairaient la modernité, qui éclairaient la monstruosité, et qui aussi aidaient à certains personnages à mieux accepter le drame, en fait. Cette vieille qui a perdu son enfant préfère se dire, s'accrocher à la légende de l'enfant fée et se dire que son enfant est devenu une fée, plutôt que cette disparition, ce deuil qu'elle n'arrive pas à faire. Et pour le lecteur, j'ai envie, je crois que ça fonctionne, qu'il soit tout le temps sur le fil entre est-ce que c'est réel ou pas. Et moi-même, quand je l'écrivais, c'était ça, qu'à la fin de chaque chapitre, il y ait une clé féerique et une clé réaliste. Et je crois que ça fonctionne. Oui. Et d'ailleurs, dans la forme, c'est vrai que chaque chapitre se termine par un chapitre en général plus court et en italique. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chapitre en italique? Cette voix, cette narration qui est venue s'ajouter en cours d'écriture, c'était pas du tout dans ma première version, parce qu'il y a quand même un jeu de puzzle dans ce texte, dans la structure, et j'ai éprouvé le besoin d'ajouter cette voix en italique pour rajouter un petit peu une dose de suspense aussi, de menace, parce qu'on sent que c'est un personnage qui est là, qui observe, mais on ne sait pas trop d'abord qui c'est. Et une autre forme d'écriture un peu plus poétique, mystérieuse. Intrigante. Et je pense que ça fonctionne. On peut lire peut-être... Je ne l'ai jamais fait de lire ces passages déconnectés du reste pour voir ce que ça peut donner et apporter à l'intrigue. Et après, ce personnage, il l'est aussi dans la partie narration plus classique et il prend de l'ampleur. Mais voilà, il y avait ça, deux volontés de ma part. Un côté plus du suspense ou presque, si c'était une série télé ou un film, un personnage qui observe, on sentirait un bruit des feuilles. Quand la grande Stéphane se baigne, elle se sent observée. C'est tout ça, j'avais besoin qu'il y ait ce surplomb, qui est un peu mystérieux, et puis de la poésie. Et je me suis bien amusée à écrire ces passages-là. Oui, ça doit être un peu étrange. Et oui, alors il y a un personnage dont on n'a pas parlé, que j'aime bien. Bon, et après, on laissera découvrir au lecteur tous les autres personnages, mais c'est la vieille, la vieille guérisseuse. Là, j'aime bien. Oui, moi aussi je l'aime beaucoup. Ce personnage, Même si j'étais un peu dégoûtée, parce que oui, c'est pas... On aimerait tenter l'expérience, mais... Alors là, je me suis inspirée de quelque chose que j'ai vécu, quand même. Donc cette vieille, elle existe, mais pas sous cette forme. J'ai forcé le trait, mais moi, je suis allée voir une rebouteuse près de chez moi en Normandie pour un problème de peau. Et une amie de ma mère m'avait dit, il y a la coupeuse de feu... tu la payes pas, tu lui donnes ce que tu veux. Et je débarque dans cette maison et en effet il y avait des mouches comme dans le premier chapitre du Ciel en sa fureur, et une odeur de chien mouillé, quelque chose d'un peu puissant. Et j'ai vécu ce moment où elle me passait sa main au-dessus sans me toucher en fait, et un linge humide. Et j'ai ressenti des ondes, de la chaleur vraiment très... c'est puissant, et des jours et des semaines après, j'ai l'impression qu'elle avait pris quelque chose de mon énergie, et j'ai éprouvé le besoin de coucher cette scène sur papier. Et au lieu de l'écrire à la première personne, la grande Stéphane m'est tombée dessus, vraiment. Ce personnage livré, complètement fictif, inspiré de personnes que je connais. Elle m'est arrivée comme ça, la grande Stéphane, elle vient de la ville, elle vient au village pour être maréchale ferrante, et j'écris cette scène de Stéphane qui va voir cette rebouteuse, la grande Stéphane qui est très terre à terre, et elle va être complètement bouleversée
par cette expérience. Donc la vieille, ouais, elle, c'est les deux personnages qui étaient là dès le début de l'écriture de ce texte. Oui, c'est marrant. Oui, les autres se sont ajoutés assez vite, mais la vieille et la grande Stéphane, et la vieille aussi parce qu'elle est porteuse de toutes ces traditions orales, ces contes et légendes qu'elle raconte, qu'elle se raconte, et elle est un peu l'ultra sachante, on peut dire, vieille sage que tout le monde vient consulter, pas que pour des mots physiques, mais aussi psychologiques. Et oui, je la visualise comme un petit bout de femme. Elle n'est pas si vieille que ça. Elle s'appelle la vieille parce qu'elle a épousé le vieux, qui était plus vieux qu'elle, qui était l'ancien vétérinaire historique de ce village. Et Julia là, vient remplacer ce vieux. Mais j'aime beaucoup ce personnage. Ça me fait plaisir que la vieille vous ait interpellé. Il est très fort. Et alors, c'est amusant parce que ce matin, j'entendais parler d'expériences, enfin pas d'expériences, de choses qui fonctionnent en Afrique, avec des vieilles femmes à qui on fait appel pour justement aider les gens. Alors d'un point de vue plus psychologique, parce que on part du principe qu'elles sont très inscrites dans leur communauté, qu'elles sont porteuses d'une sagesse, du groupe un peu, et qu'elles ont justement une empathie qui aide les personnes âgées, et ça m'a fait penser, parce que je savais que j'allais vous voir, ça m'a fait penser à la vieille. Mais oui, mais c'est et dans plusieurs là vous parlez de l'Afrique, civilisation, en Amérique du Sud aussi, les chamans, il y a des sorcières, quoi. Il y a le vaudou et c'est les femmes qui portent ça. Et au-delà des croyances, l'empathie, vous parlez de l'empathie, je pense que les vieilles, les vieilles femmes ont vécu tellement de choses, et dans leur chair, et en étant mère, en étant grand-mère, en étant amie, conseillère, tout ça. J'ai l'impression que les femmes... Alors ça y est, c'est ultra féministe ce que je veux dire, porte le monde quelque part. On met au monde et on transmet d'une autre façon que les hommes. Et il se joue dans la féminité autre chose que dans la virilité, d'autres valeurs aussi. Et ça passe. Ces valeurs féminines passent aussi auprès des hommes de plus en plus. L'empathie, l'écoute, la bienveillance. La tendresse. Alors moi, je lisais une interview, on ne va pas faire de politique, mais de Ruffin dans Le Monde, ça m'a interpellée, quand même quelqu'un qui a une parole assez militante, etc., et qui dit qu'il faut redonner de la tendresse aux Français. J'en avais presque les larmes aux yeux. Et je me dis que, ça passe... des valeurs de féminité, de féminisme, qui passent un peu à peu, qui infusent dans le discours politique masculin très viril, et venant d'un homme politique un peu militant, véhément d'habitude dans sa façon de parler. Ça m'a bouleversée. On s'éloigne du sujet, mais non. Non. On fait un pas de côté, voilà. Comme on veut de toute façon que les lecteurs lisent le livre et découvrent. Voilà, on va pas en dire plus, je crois. Non, là, je vais revenir sur quelque chose que vous m'avez dit, que effectivement, il y a une structure. Oui. Alors, quand on le lit, c'est très fluide, mais vous avez dit que la structure, vous l'avez peut-être un peu mâché, retravaillé. Oui, ça, c'est intéressant dans le processus, si j'ose dire, d'écriture. Vous revenez combien de fois sur le texte ? Comment ça fonctionne chez vous ? Il y a un jet et du retravail ? Il y a un premier jet, j'allais dire, assez facile, qui sort spontanément, de manière fluide, un peu comme... où je déverse, quoi. Il y avait beaucoup plus de personnages aussi, j'en ai sacrifié. Et l'histoire, elle sort comme ça, comme un jet, un cri, pendant plusieurs semaines quand même, hein, c'est pas en 3 jours. Mais et puis je ne fais pas que ça. Mais il y a ce premier jet que je mets une bonne année entre 9 mois, disons, à travailler dessus, à 1 an. Là, c'était un peu particulier parce que j'ai changé d'éditeur. Je suis passée par un agent littéraire qui a fait tourner ce premier jet-là, mais qui était déjà
une version 27 pour ma part. Enfin, un premier jet qui sort facilement mais que je retravaille. Là, je m'arrête un peu, pause. Le texte est mis en circulation et il y a des intérêts de diverses maisons. Et ça match avec les éditions de l'Observatoire parce que les deux éditrices, Dana Burlac et Flandrine Raab, me disent on adore, mais c'est un peu foutraque, ça part dans tous les sens. Il y en a trop. Par moments, on a l'impression que tu t'es dépassé par tes personnages. Ces deux éditrices qui m'appellent à canaliser un petit peu ce premier jet. Ça partait dans tous les sens. Et surtout, elles me disent d'assumer le côté réaliste et magique à la fois. Et les autres éditeurs que j'avais rencontrés, c'était plus il faut choisir. Il faut que tu tranches, voire même un éditeur qui voulait en faire un polar, quoi. Et gommer ce côté... Ah oui, c'est dommage. Voilà. Mais donc, je pense avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et à partir de là, elles m'ont donné des pistes de retravail. Évidemment, je suis l'autrice, c'est mon livre, je suis ou pas. Mais c'était très éclairant et je suis repartie en réécriture en pensant vraiment plus au lecteur, cette fois, avec travailler la narration, ce fil narratif. Vous vous dites que c'est fluide, mais j'ai reconstruit l'ordre des chapitres et ça implique des ajustements à l'intérieur même des chapitres. J'ai rajouté cette voix là, en italique. Des personnages ont disparu, d'autres ont apparu, comme cette petite fille dont je parlais au début. Parce que le lotissement, j'en faisais rien en fait. C'était une scène comme ça, qui n'était même pas au début. Alors que là, c'est la scène inaugurale, cette pluie de crapauds dans ce lotissement. Je divulgue rien parce que c'est dès le début. Et il n'y avait pas de lien entre la ruralité et le lotissement et c'est passé par ces enfants. Et donc la dimension des enfants a pris plus d'ampleur et il y a eu aussi le choix du titre qui n'était pas du tout ce titre-là au départ, qui arrivait tardivement, donc en juin. Ça, c'était ma question. Oui. C'est un Il y a titre. pile un an, quoi, en gros. Juste avant mon dernier retravail, parce que donc, je leur avais relivré en mai un texte retravaillé. Et là, on est parti en ce qu'on appelle le travail éditorial. C'est plus du ligne à ligne, de la dentelle. Et là, on trouve un titre, Le ciel en sa fureur, que j'ai emprunté à Jean de La Fontaine. Pas à rebond parce que j'avais dans ma tête Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu qui m'obsédait et ça collait très bien aussi, mais c'était déjà pris. Et donc, j'ai été revoir dans la fable Les animaux malades de la peste, d'où Nicolas Mathieu a tiré l'extrait Aux animaux la guerre. Et ben, c'est juste 2 lignes de vers au-dessus. Mal que le ciel en sa fureur répand. Voilà. Et donc, ce titre-là a redonné encore une dernière intention au texte. Et là, j'ai encore plus assumé le côté, la malédiction qui plane, le surnaturel. Donc oui, c'est un texte qui a eu plusieurs étapes dans l'écriture et que j'ai bossé. Je me suis vraiment prise la tête par moments, mais c'était un bonheur de faire ce travail-là, quoi. Se poser 1001 questions presque au BAT quand on envoie à l'imprimeur, quoi. Et donc voilà, tout ce travail-là s'est terminé, on va dire, juin, juillet 2023. Ça c'est... Oui, c'est ça. C'est je rends la V2 qui est déjà énormément retravaillée au mois de mai et j'ai l'été 2023 pour peaufiner encore. Et oui, c'est parti à l'imprimerie à l'automne, quoi, en septembre. Mais c'est un long processus. J'avais jamais connu ça, travailler à ce point un texte. Et je vois la différence. Mais en fait, je vois que je passe un cap dans l'écriture et il n'y a pas de... il n'y a pas de hasard à ça, quoi. C'est même quand on a des facilités d'écriture, c'est tout le temps se poser des questions de narration, de ces personnages-là, comment ils sont liés les uns aux autres. Rien doit être gratuit. Et il y a même des scènes, on parlait de la grande Stéphane qui se baigne. Au départ, mon éditrice me disait
telle qu'elle était dans la première version, elle était juste belle, esthétique, et elle servait à rien, en fait. Et donc, soit tu la gardes, mais tu m'apportes autre chose, soit, malheureusement, on la supprime. Et je voulais pas la supprimer parce qu'elle est forte, et j'ai réintégré... je l'ai mieux travaillée avec cette présence qui... On sent qu'elle est observée, elle a peur, elle n'est pas à l'aise. Et j'ai voulu que le lecteur aussi soit avec elle dans cette scène de baignade où même sente les poissons, les maquereaux qui la frôlent. On se demande d'où vient la menace, si c'est de la mer, du ciel ou d'ailleurs, d'un être humain. Et ça, c'est des questions comme ça. Maintenant, quand j'écris, je me dis... Ok, là, je me suis fait plaisir, c'est beau, c'est esthétique, c'est bien écrit, c'est visuel, mais qu'est-ce que ça apporte à la narration ? Et ça, c'est des questions que je me posais absolument pas avant. C'est comme quoi on progresse de livre en livre. Et voilà. Et vous avez mentionné tout à l'heure Stephen King aussi. Oui. Est-ce que ce serait une des sources d'inspiration au sens large, hein, bien sûr Pas direct, c'est en cours d'écriture en fait que justement je me suis dit... pour travailler sur le suspense, chez qui on va voir ? On va voir chez Stephen King. J'aime beaucoup aussi cette autrice Laura Kashishk qui travaille notamment ce livre Les Revenants, avec un peu de surnaturel, mais dans quelque chose de très réaliste aussi, avec des rites un peu sataniques, un cadavre d'étudiante. Alors elle, sur un campus américain, c'est la société américaine et tous ces travers. Et c'est des influences comme ça américaines qu'on peut... qui m'ont porté en cours d'écriture. Et alors plus en amont, c'est Barbé d'Aurevilly, parce que c'est cette littérature normande, étrange, des marécages. George Sand aussi, la Maraudia, Maupassant, le Horla, ces influences-là. Et des autrices plus italiennes, Anna Maria Ortese et Goliarda Sapienza. C'est très indirect par rapport à cette géographie-là, mais dans la manière de décrire le réel et d'apporter une touche d'étrangeté. C'est toutes ces influences-là qui me nourrissent. D'accord, oui, c'est riche. C'est bien. Ouais. Goliarda Sapienza, donc vous aimez bien son... Oui, et encore plus parce que je travaille sur un texte qui se passe en Italie, là, sans en dire plus. Et j'ai ça, j'ai cette influence-là. Elle et Elsa Morante aussi. Voilà, je cite des autrices. Et pas des auteurs, mais... pas des moindres. Pas des moindres. C'est bien, mais place aux femmes. On a beaucoup parlé des auteurs masculins pendant des siècles. Donc, oui, puis bon, c'est vrai que je rebondissais. Goliarda Sapienza, l'art de la joie, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. C'est un électrochoc littéraire. Et c'est pour ça, oui. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y, profitez-en aussi. Moi, il est sur ma table, pas de chevet, mais sur mon bureau. Quand j'ai un cadeau à faire à quelqu'un que j'aime bien, je le ressors pas. Et c'est étonnant comme livre parce que on rentre là-dedans un peu bousculé, ça ressemble à rien d'autre. Et les gens qui ont du mal justement à rentrer dedans, il faut passer, il faut y aller, il faut la suivre, cette gamine qui va prendre... elle est à la fois puissante, elle peut être cruelle, elle peut... c'est la femme sous tous ses aspects, et j'ai jamais vu un autre personnage comme ça dans la littérature. Donc oui, allez-y, aveuglément. Justement, j'aime bien... alors on a déjà donné pas mal de conseils de lecture, mais si vous deviez donner des conseils à des nouveaux écrivains, j'aime bien toujours cette question. Alors je sais, c'est pas évident, parce que le conseil... Mais bon, en plus j'anime pas mal d'ateliers d'écriture, donc voilà. forcément je travaille à partir de textes et il y a cette question qui revient, et toi tu lis quoi, qu'est-ce que tu nous donnes comme donc ça revient souvent, l'art de la joie. J'aime beaucoup, mais j'ai un trou de mémoire sur le nom de l'autrice qui a écrit Le mur invisible. C'est ce texte qui se passe
En fait, c'est une femme qui va dans une maison de campagne chez des amis et ses hôtes vont faire les courses, son mari va faire les courses et ne reviennent pas. Et en fait, elle se retrouve face à un mur invisible. Le monde est figé, autour il y a eu une catastrophe et elle est la dernière survivante avec ses animaux. Et c'est Marlène Hauser, voilà, c'est autrichien. Et c'est assez extraordinaire, justement pour décrire, moi j'aime l'écriture sensorielle, prise avec la nature. Il y a ça, il y a le surnaturel, il y a le côté pesant. Donc je donne souvent cet exemple pour s'inspirer. En littérature française, j'aime beaucoup Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné, qui est ça m'a influencé aussi pendant l'écriture du Ciel en sa fureur. Alors lui, moi ce que je fais en 220 pages, il le fait en 600 pages. C'est des phrases à rallonge, c'est tout l'inverse de moi, mais avec une tension presque digne aussi de thriller, et c'est de la littérature blanche. Et pour le rythme des phrases, pour la psychologie des personnages, moi je vous invite à lire, c'est aux éditions de Minuit. L'Histoire de la nuit, c'est formidable. C'est des influences comme ça. Je suis passée par ma phase Marguerite Duras, Anaïs Nin, des figures féminines, Colette aussi, un peu Annie Ernaux, moins maintenant, mais ses premiers textes sur le corps justement, et l'articulation du corps féminin avec la société, le social. Tout ça, quand on a envie de se mettre à écrire. Après, là, j'ai envie de relire des Alexandre Dumas parce que j'ai vu au cinéma Le Comte de Monte Cristo et je me suis dit, ouais, quand même. Ah ouais, ça c'est génial. Voilà, là, on est... c'est plutôt de la littérature virile quand même, Dumas, mais c'est extraordinaire de ressorts narratifs, de réflexion aussi sur la vengeance, sur le souffle romanesque, enfin... L'envie de romanesque, c'est retourner à Dumas. Et pour les auteurs, les apprentis auteurs qui ont du mal à développer, étoffer leur écriture, retourner dans ces classiques-là, c'est extraordinaire. Ça nourrit tout ça. On a tout un tas de conseils de lecture pour l'été. Ça fait pas mal. Lisez cet été, en résumé. Et actuellement, vous travaillez alors un autre roman. Bon, vous n'êtes pas obligé de nous dévoiler. Non, mais c'est un roman que j'ai vite commencé pendant la promotion du Ciel en sa fureur, dans des trains, tout ça. Je l'avais documenté avant, donc il n'y avait plus qu'à écrire. Mais là, je suis un peu bloquée à une centaine de pages, c'est déjà pas mal. Et cet été, je vais me consacrer qu'à ça, à faire un bond en avant dans l'écriture, parce que c'est ce temps estival déconnecté, dépouillé du reste. Moi, je continue le journalisme de manière indépendante, j'écris les livres des autres, je fais du ghostwriting. Et c'est très chronophage, tout ça, avec cette tournée du Ciel en sa fureur qui continue, et je suis contente après l'été. Donc là, j'ai cette pause estivale pour retourner à ma table d'écriture, mais pas à Paris, ailleurs, entre la Normandie et un peu le Maroc, où je vais aller au bord de la mer. Et le roman sera là avec moi. Ça se passe en Italie. Il y a des personnages féminins singuliers. Il y a du surnaturel. C'est pas le Ciel en sa fureur en italien, mais voilà, cette atmosphère un peu étrange avec beaucoup de personnages, je crois que je m'épanouis là-dedans, et normalement, si tout va bien, en 2026, il devrait être en librairie. Et Le Ciel en sa fureur sera en poche en janvier. Dès 2025. Oui. Ouais, voilà, chez J'ai lu. Ah bah parfait. Donc nous invitons toutes nos auditrices et nos auditeurs à lire Le Ciel en sa fureur, qui est pour le moment aux éditions de l'Observatoire. Si vous voulez attendre l'édition poche, après vous pouvez choisir les deux. Le petit format ne tue pas le grand format. Je vous remercie beaucoup, Adeline Fleury. Merci à vous. À bientôt. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert,
Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.